Et c'est donc Bastien Dreux qui est avec nous pour entamer cette émission de la mi-journée par téléphone, le responsable de la stratégie et de la recherche économique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. On fait avec vous le bilan de 15 jours de stress bancaire, alors avec des situations en Europe, mais surtout une situation américaine après le choc SVB et cette crise de confiance, cette crise des dépôts également qu'on peut observer sur le tissu des banques de petite et moyenne taille aux États-Unis. Je le disais en introduction, Bastien, il y a un chiffre qui résume la situation, c'est l'augmentation en 2 semaines du bilan de la Réserve fédérale américaine de près de 400 milliards de dollars. Que reflète ce chiffre? Comment faut-il le lire et le mettre en perspective, Bastien? Oui, en fait, les événements récents sur le système bancaire américain ont fait que les autorités ont réagi vite, très vite, et en fait beaucoup plus vite que sur les fois précédentes. Donc ça, c'est quand même un élément qui est très rassurant. Le premier volet de cette réponse a été la décision par la FDIC, le Trésor et la Fed de garantir la totalité des dépôts de SVB et de Signature Bank. Et c'est dans le cadre de ces dossiers spécifiques que la Fed prête des liquidités aux successeurs, entre guillemets, de ces deux entités, le temps qu'une résolution permanente soit mise en place par la FDIC. Donc ça, c'est le premier volet. Ça, c'est important donc parce que la Fed prête déjà beaucoup de liquidités aux successeurs de ces deux entités. Le deuxième volet, c'est une action spécifique de la Fed et pas une action qui est coordonnée avec la FDIC et puis le Trésor. C'est la mise en place de la fourniture de liquidités aux banques en général. Alors soit par le programme BTFP qui vient d'être créé par la Fed et dans le cadre duquel la Fed peut prêter des titres, peut prêter aux banques en prenant en collatéral des titres à leur valeur faciale et pas à leur valeur de marché, parce qu'il y a eu des problèmes de moins-value réalisés sur les portefeuilles de titres des banques américaines. Le deuxième mécanisme, c'est la fenêtre d'escompte, dans le cadre de laquelle la Fed prête en prenant en collatéral un pool d'actifs qui est beaucoup plus large, et par exemple les prêts aux entreprises et les ménages. Donc la conséquence de tout ça, c'est que le bilan de la Fed, il est reparti à la hausse avec une augmentation, comme vous le disiez, de 400 milliards de dollars sur les 2 dernières semaines, ce qui efface à peu près les 2 tiers du quantitative tightening de la Fed qui avait été enclenché en juin dernier. Cette augmentation, elle provient presque exclusivement des prêts accordés par la Fed aux banques américaines. Et ce qu'il faut dire quand même malgré tout, c'est qu'une partie sera temporaire parce que sur les 400 milliards d'augmentation de bilan, il y a déjà 180 milliards qui proviennent de prêts à octroyer aux successeurs de SVB et de Signature Bank et qui devraient logiquement disparaître du bilan de la Fed assez vite. Quand on regarde la séquence, donc sur la semaine du 8 au 15 mars, on avait vu le bilan augmenter de 300 milliards. Sur la semaine du 15 au 22 mars, Bastien, l'augmentation est de 100 milliards. Est-ce que c'est suffisant pour dire que le stress retombe un peu de ce point de vue-là et que le risque de contagion est maîtrisé à ce stade? Ou est-ce qu'on se garde bien d'être définitif sur ce genre de situation? Alors, c'est difficile d'avoir des conclusions très précises parce qu'on ne connaît pas l'identité des banques qui ont emprunté à la Fed. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que cette semaine, les chiffres qui ont été publiés hier soir montrent plutôt une légère amélioration parce que les prêts, le total des prêts accordés aux banques qui ne sont pas les successeurs de SVB et Signature Bank, a légèrement baissé cette semaine par rapport à la semaine précédente. Et donc ça serait plutôt indicatif d'un peu moins de stress pour le système bancaire américain en général. Le marché et les autorités monétaires vont être de plus en plus attentives aux enquêtes sur les conditions de crédit, sur la distribution et l'octroi de crédit aux États-Unis. Bastien, ça a été indiqué évidemment par Jérôme Powell lors de sa conférence cette semaine. La Fed qui a l'habitude de regarder des données économiques, bien sûr, mais qui souvent appartiennent plutôt au passé, que ce soit les données d'emploi, les données d'inflation, et donc les données de crédit vont être sans doute de plus en plus importantes dans la fonction de réaction des banques centrales. On parle de la Fed, mais c'était le même discours tenu il y a un peu plus d'une semaine par Christine Lagarde du côté de la Banque Centrale Européenne. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation du crédit bancaire, des conditions et de distribution du crédit bancaire aujourd'hui aux États-Unis ? Alors cet épisode de tension, il va forcément avoir des répercussions sur le crédit bancaire aux États-Unis. Alors sur ce plan, il faut rappeler que l'enquête trimestrielle de la Fed auprès des banques américaines, qui avait été réalisée en janvier, donc il y a quelque temps déjà, faisait déjà état d'une demande moindre de crédit bancaire de la part des entreprises et des ménages.
et aussi de conditions de prêt qui avaient été durcies de la part des banques commerciales. Et quand on parle de durcissement des conditions de crédit, ça peut être des primes de risque plus élevées pour les prêts les plus risqués, ça peut être des limites sur la taille des lignes de crédit, ça peut être des exigences accrues en termes de garantie. Et ce qu'on a constaté ces dernières décennies, c'est assez logiquement, lorsqu'on a des conditions de crédit qui se durcissent, eh bien la distribution de crédit ralentit peu de temps après. Et justement, ce qui est notable, c'est que dans le cas des États-Unis, le crédit bancaire aux entreprises, il a connu une croissance nulle sur les 3 derniers mois. Donc pour le moment, on ne dispose que des chiffres qui précèdent la faillite de SVB et Signature Bank. Le dernier point qu'on a, c'est le 8 mars. Mais c'est bien évidemment ces statistiques qui vont se retrouver au centre de l'attention sur les prochaines semaines. Et un autre petit point qu'on pourrait souligner, c'est que sur les derniers mois, ce sont plutôt les banques américaines de taille petite et moyenne qui ont octroyé des prêts au secteur privé, alors que ça avait déjà pas mal ralenti pour les grandes banques américaines. Et donc le fait qu'il y ait un durcissement des conditions pour les banques régionales, ça peut avoir des conséquences assez visibles sur l'octroi de crédit bancaire agrégé aux États-Unis, et ça fera donc moins d'activité dans le futur, enfin sur les mois qui arrivent aux États-Unis. Quelle peut être la vitesse du phénomène, Bastien? Évidemment, il n'y a pas de réponse à cette question, mais comment on y réfléchit justement? Est-ce que ça peut être une accélération rapide, assez immédiate de la dégradation des conditions de crédit et donc de la distribution de crédit qu'on verrait dans les chiffres peut-être dès le début du deuxième trimestre? Ou est-ce qu'il peut y avoir une forme d'inertie de ce point de vue-là, avec des chiffres qui ne montrent pas de sudden stop ou de credit crunch, de falaise d'une certaine manière trop violente, avec je sais pas, pour des entreprises et des ménages qui sont peut-être moins sensibles aujourd'hui à la distribution de crédit? Là, on avait déjà donc assisté à un vrai coup d'arrêt sur les derniers mois sur l'octroi de crédit aux entreprises. Donc là, ce qu'il va falloir voir, c'est ce qui se passe évidemment sur les marchés du crédit en général. En revanche, là où on peut avoir des indications peut-être un petit peu plus rapides, c'est sur les cartes de crédit, sur l'octroi l'emprunt via des cartes de crédit par des crédits à consommation pour les ménages. Et ce qu'on observe déjà dans les chiffres les plus récents, qui suivent en fait au jour le jour quasiment la consommation des ménages, c'est qu'on a plutôt un ralentissement sur les 10 derniers jours. Donc là, on pourrait voir quelque chose peut-être d'assez rapide, quoi. Il va falloir suivre toutes ces statistiques de très près. Oui, un nouvel ensemble de données donc à suivre de plus près toujours pour les investisseurs et pour les autorités monétaires. Sur le plan de la politique monétaire, justement, qu'est-ce que vous retirez du discours et de l'équilibre peut-être du discours de Jérôme Powell cette semaine, sachant que la Fed, avant même le choc SVB, et c'était tout le débat qu'on avait à 25 points de base près, se rapprochait déjà quand même assez nettement de son taux terminal. Tout le monde considérait quand même que le gros du resserrement avait été fait en 2022 avec des hausses de taux déjà foudroyantes sur un temps très très court. Si on est plus que jamais proche de la dernière hausse de taux, qui a peut-être d'ailleurs été délivrée cette semaine par la Fed, je ne sais pas, Bastien, où est placée la barre pour une première baisse de taux? Alors ça, c'est une bonne question. La Fed, elle a quand même malgré tout procédé à cette hausse de taux de 25 points de base, mais c'est clair qu'elle a instillé le doute sur la poursuite du cycle de hausse de taux. Et ce qui était très intéressant dans la conférence de presse, c'était que Jérôme Powell, il a clairement expliqué que le durcissement supplémentaire des conditions de crédit qu'on vient d'évoquer et qui est en train de se mettre en place, il était équivalent à une augmentation de taux directeur, et c'est précisément pour cette raison que la Fed ne fait plus référence à des futures hausses de taux au pluriel, et il évoque vaguement, le communiqué, il évoque vaguement un peu de resserrement supplémentaire, peut-être dans la suite. En fait, l'impression laissée par Jérôme Powell, c'est que ce qui se passe, ça va être vraiment très important de suivre ce qui se passe dans l'économie réelle cette année. Et ce qu'il avait indiqué, c'était que il y avait déjà un statu quo qui avait été envisagé pour ce comité. Et on a bien vu en conférence de presse que les questions-réponses, elles avaient davantage porté sur d'éventuelles futures baisses de taux plutôt que sur d'éventuelles hausses de taux. Maintenant, sur
sur la barre des hausses de taux, c'est encore difficile à dire. Les marchés, eux, ils anticipent déjà pas loin de 100 points de base de baisse de taux directeur d'ici la fin de l'année, et ce qui pourrait pousser la Fed à faire volte-face et donc arrêter sa remontée des taux directeurs et peut-être à repasser sur des baisses de taux directeurs, c'est de voir justement un affaiblissement significatif de la distribution de crédit, parce que c'est ça qui pourrait accélérer le retournement de la conjoncture américaine. Donc là, on avait vu sur la fin de l'année 2022 un peu une dégradation de la conjoncture américaine. Ça avait été un petit peu arrêté parce qu'on avait des chiffres de janvier qui avaient été assez bons, parce qu'on avait notamment une météo qui avait été exceptionnelle. Il y avait des anomalies de température qui étaient extrêmement élevées sur janvier, qui avaient fait qu'il y avait eu plus de consommation et plus d'embauches. Mais là, on va repasser sur une phase où on a plutôt de la dégradation de l'activité. Et voilà, ce qui va être vraiment suivi par la Fed et qui pourrait la décider à peut-être repasser sur des baisses de taux, c'est justement cette distribution de crédit. Si un affaiblissement significatif, ça pourrait finalement décider la Fed à passer sur une phase de baisse de taux. Merci beaucoup Bastien pour cet éclairage sur la situation bancaire et du crédit bancaire aux États-Unis après 15 jours de crise déclenchée par le choc SVB. Bastien Drue qui était avec nous par téléphone, responsable de la stratégie et de la recherche économique de CPR Asset Management.